le rôle des associations, des entreprises dans la promotion de la diversité culturelle. Comment les acteurs socio-économiques prennent en compte la diversité culturelle. Alors, nous avons voulu rassembler à cette table deux types d'organisations que l'on oppose parfois, les associations engagées dans le social et les grands groupes de contenu culturel et de divertissement qui ont développé un pôle responsabilité sociale de l'entreprise très affirmé, vous allez les entendre. On prête aux premières la lutte contre les discriminations, la défense de l'égalité de l'intérêt général et au second, la production d'une culture du divertissement en phase avec la société du spectacle et la défense des intérêts particuliers. Et si d'aventure ces derniers gagnent la faveur aux yeux des premières, c'est par le mécénat qu'ils leur accordent à travers les fondations. Ainsi donc, on aurait d'un côté la vertu des associations les intéressées loin de la compétition sociale, et de l'autre le vice des grands groupes qui masquent les inégalités que le système dont elles sont partie prenante génère par l'affirmation de la diversité culturelle. Nous avons voulu aller au-delà des lieux communs, en réunissant ici ces deux acteurs pour voir si ce qui les ressemble plutôt que ceux qui les divisent. Angélisme, diraient certains, compromission, ajouteraient d'autres. La vérité, comme chacun sait, se trouve au milieu. Et c'est donc pour la chercher que nous avons voulu les réunir aujourd'hui. Car ce qui les rassemble, c'est bien la prise en compte du social et la responsabilité que l'on a à son égard. Alors, je vais me tourner d'abord vers vous, Frédéric Pro. Vous êtes le fondateur de Paroles d'hommes et de femmes que vous amenez depuis 2002, donc je l'ai dit, 2002, un projet original, ambitieux, qui a reçu le label de la délégation interministérielle de lutte contre les discriminations et l'antisémitisme. Vous êtes une des seules associations en France, il y en a 8, à pouvoir s'en prévaloir. Cette association conduit un projet qui s'appelle « Sans témoins pour sans école », qui utilise les mémoires des uns pour faire grandir celles des autres. Alors, comment on fait grandir les autres, Frédéric Pro? Bonjour à tous. Je te remercie. Excuse-moi, tu me vois, mais je vais te tutoyer quand même. On se connaît depuis quelques années déjà. Donc, dans le titre, c'est la promotion de la diversité culturelle. C'était pas du tout notre objet. Nous amenons, à travers des actions éducatives, nous amenons tout ce qu'on a parlé, mais sans en parler directement. Mais le label d'Ilkran, nous l'avons obtenu sans le chercher. C'est eux qui nous ont observés et qui nous ont donné ça. Moi, je trouve que c'est significatif de quelque chose. Pourquoi une action éducative maintenant devient un moyen de lutte contre les discriminations? C'est très bien le label, mais c'est pas l'objectif en soi. Donc je vais expliquer le contenu. Nous avons commencé en 2002, et c'est l'Éducation nationale qui est venue nous chercher pour créer quelque chose de l'intergénérationnel et de l'interculturel. La première année, nous avons appelé ça la francophonie. Nous avions la francophonie, source de lien social. Nous avions eu le label francophonie, c'était l'année de la francophonie en France. Non, le premier label qu'on a eu, c'est le label polonais, en 2003, parce que nous amenions des témoins raconter leur parcours de vie devant des jeunes. Le principe, c'est l'intergénération directe, c'est la narration directe, et c'est l'intégration des récits dans l'éducation nationale, dans les cours. Au départ, peu y croyaient. Au départ, c'est vrai qu'on a... C'est des parcours de vie. Fait comme toutes les associations, on a galéré pas mal, mais ça a fonctionné assez rapidement. De 7-8 établissements les premières années, là nous sommes à 21 établissements cette année. Combien touchez-vous de personnes, de lycéens, de collégiens à travers ce programme? Il y a eu une évolution. Il y a eu beaucoup de lycées d'enseignement généraux, de collèges au départ. Après, les profs de français langue étrangère nous ont appelés et nous leur imposons
une technique un petit peu particulière. Nous les obligeons à travailler avec des classes traditionnelles, que les élèves primo-arrivants ne soient pas mis dans un coin et qu'on travaille uniquement pour eux. On travaille avec eux en même temps que d'autres classes traditionnelles. Comment travaillez-vous justement? Nous amenons 5 témoins, hommes, femmes, de pays, continents différents. C'est vrai qu'il faut trouver un grand nombre de témoins. Donc il y a plus d'une centaine. En fait, on ne fait plus le compte, mais j'ai arrêté à partir de 140 de compter. Nous écrivons leur biographie d'abord, parce qu'il faut qu'ils racontent devant quelqu'un qui a des yeux et une oreille pour les aider. Après, ils viennent dans les établissements, mais jamais tout seuls. Ils viennent dans les établissements raconter leur vie, soit avec moi, soit avec ma collègue. Nous travaillons avec des profs de français, avec des profs d'instruction civique, avec des profs, il y a même des profs de maths, il y a des profs de langue, il y a des profs pour les lycées agricoles, c'est des profs de sociologie. Pour les MFR, c'est tous les formateurs. Nous avons vu une évolution. Nous étions très conscients qu'on travaillait sur la diversité, mais sans jamais mettre le mot diversité, parce que ce sont des récits qui sont utilisés dans les cours. On travaille sur la guerre 39-45, nous travaillons sur la décolonisation, nous sommes dans les cours. C'est une matière éducation nationale qui touche de toute manière la diversité, les luttes contre les discriminations, ça touche tout ça, mais le prétexte n'est pas la lutte contre les discriminations. C'est dernièrement qu'on nous met en avant à ce titre-là. Mais il ne faut pas en rester à ce titre-là, il faut en rester au travail avec les scolaires. Ce sont soit les villes qui nous font appel, soit les conseils régionaux, soit directement les établissements. Vous les préparez en amont et ensuite il y a une restitution en aval directement par les élèves. Il y a tout un travail pédagogique de lettres, d'abord d'études du pays. Une personne, c'est une histoire, elle rentre dans la grande histoire, mais elle incarne une histoire. Petit à petit, des lycées traditionnels, on nous a demandé d'intervenir dans des coins plus durs, du type Picardie, dans certaines maisons familiales rurales, où la problématique là, c'était des jeunes néo-nazis qui faisaient le pouvoir dans ces MFR, parce qu'en Picardie, le problème est un petit peu partout. Et là, on nous a demandé de venir. Et là, nous avons amené des témoins en leur disant, on va dans un endroit où on ne sommes pas les bienvenus, sauf par rapport aux directions d'établissement, mais pour les jeunes, les propos qu'on va entendre ne vont pas être faciles pour vous. Donc il faut vraiment des témoins engagés. Il y a des témoins qui sont là depuis 10 ans, depuis qu'on a commencé en 2003, mais vraiment et ils sont engagés dans cette... C'est une lutte. Il y a la lutte contre le racisme, il y a la lutte contre l'antisémitisme, il y a la lutte contre toutes les discriminations. C'est pas facile, là, par exemple, avec Conégongo. Oui, une fois dans une maison familiale rurale, nous tournons le dos pour ressortir et on entend derrière nous vivre le Front National. Pour le témoin, et même pour moi, c'est jamais facile, ce genre de situation. Avec une autre témoin vietnamienne, elle dit que nous étions peu d'étrangers en France dans les années 60. Il y a quelqu'un en face de moi qui me dit « oui, ça a bien changé depuis ». Et les enseignants qui n'osent pas réagir. Il faut presque éduquer les enseignants autant que les jeunes. C'est un travail totalement global sur la citoyenneté. Et depuis février, les témoins avaient peur d'aller dans les établissements avec ce qui s'était passé. Il y a ce qu'on travaille surtout, hein, on travaille il y a des notions de religion, il y a des notions de liberté par rapport aux religions. On aborde toutes les thématiques de la vie. Donc j'ai essayé de résumer. Oui. Et ça se traduit depuis, puisque vous avez trouvé un développement à travers une vocation éditoriale que vous avez affirmée notamment à travers la publication de 4 tomes qui relatent des parcours de migrants sous forme de BD. Oui, et à travers aussi un salon éditorial associatif
que vous animez depuis 3 ans, je crois. On a créé ça avec la mairie de Paris. Oui. Donc vous êtes... Vous Et c'était pas l'objectif. Non, à la base, mais quand même. C'est pour monter la palette de vos interventions, hein, du parcours de migrants que vous avez amorcé il y a une douzaine d'années, jusqu'au déploiement de cette activité éditoriale ou para-éditoriale. Mais ça nous a aussi dépassé. Cette BD là, sur les migrants parcours francilien, il y a une collectivité qui nous en avait demandé 300 pour donner à toutes les personnes qui avaient acquis la nationalité française. Cette année-là, c'était le cadeau d'entrée dans la République. Et quand on a vu ça, pour nous, ça fait chaud au cœur et ça nous dépasse. Il y a une utilité, ce que l'on fait, on le fait pour tout le monde. Il y a une utilité qui est au-delà de ce qu'on peut espérer dès le départ. C'est pour ça que vous avez été distingué. En tout cas, entre autres, je sais que vous êtes modeste, mais vous pouvez continuer le développement. Bien, merci Fred. Alors, je vais me tourner vers vous, Pascal Fibrel. Vous êtes directrice de la responsabilité sociétale de Vivendi. Vous êtes reconnue comme une des plus éloquents défenseurs de la RSE, donc la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise. Dès 2001, Vivendi était sur la brèche puisque Jean-Marie Messier, alors PDG, avait affirmé haut et fort que la diversité culturelle était, disons, la mission essentielle de Vivendi. Comment se décline-t-elle cette diversité au sein de Vivendi en 2015? Et quelles sont vos priorités à cet égard? Bonjour Fulvio, merci beaucoup de cette invitation parce que c'est aussi la démarche de la responsabilité sociétale d'entreprise de parler avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc ça va des ONG, aux institutions, aux investisseurs, aux chercheurs. Donc la démarche aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce que nous faisons dans les entreprises. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Convention de 2005. Par rapport au débat de ce matin, je voulais juste apporter une petite précision. Parce qu'on avait la chance d'avoir Jean Musitelli, qui était l'un des contributeurs de cette convention. Et quand on travaille dans un environnement international, se mettre d'accord sur des termes et des priorités et des valeurs, c'est un exercice très très difficile. Et je le dis d'autant que quand on parle un peu de la faiblesse de l'Europe ou de la faiblesse du modèle républicain, moi il y a 20 ans j'étais à Pékin pour la conférence des femmes et l'Europe à l'époque composée de 15 pays a joué un rôle essentiel pour affirmer certains droits sur l'égalité des femmes, le droit à la contraception, l'éducation des petites filles, la lutte contre l'excision. Et ces documents, ces conventions, bien sûr, ce sont des mots, mais au-delà des mots, ce sont des outils pour agir ensemble et ne pas oublier ces socles communs qui nous donnent quand même une certaine force dans cet environnement-là. Alors, cela dit, pour revenir à la convention, nous, on s'est beaucoup appuyé sur cette convention parce que, je vais expliquer un petit peu plus tard, mais la RSE, donc on peut dire RSO aussi, si on est une ville, on est une organisation. C'est la réponse de ces différentes organisations au développement durable. Le développement durable, c'est un terme un peu vague maintenant, mais qui a une définition assez précise, notamment celle du rapport Brundtland des Nations Unies en 1987, qui constatait qu'on parlait beaucoup d'économie dans le développement, mais qui aboutissait à un constat, c'est que finalement, un développement, s'il n'y a qu'un résultat économique, n'est pas durable. Il faut absolument associer la performance, la croissance économique, mais aussi la cohésion sociale et le respect de l'environnement. Et si on sait agir sur ces 3 piliers, alors on peut viser un développement durable. Et il y avait aussi une autre définition, c'est qu'un développement durable est celui qui permet aux générations actuelles de satisfaire les désirs, les besoins dans les sociétés dans lesquelles on vit, sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Donc il y a à la fois cette dimension entre les 3 piliers et cette dimension de la durée. Alors, quand on est Vivendi, en effet, donc, en 2001, on était un groupe avec des métiers à la fois dans les télécoms et dans les contenus. Ce qui caractérisait tous ces métiers, c'était la production et la distribution de contenu. Donc, en fonction de ce que je vous ai dit sur la définition du développement durable, quelle est la réponse de Vivendi à cette mission-là? Quand on a un groupe pétrolier, la principale responsabilité, c'est d'essayer d'inventer de nouvelles sources d'énergie pour satisfaire les besoins de l'intérêt général, tout en améliorant les performances économiques de l'entreprise. Du coup, on pourrait dire qu'il faut faire attention aux nappes phréatiques. Si vous voulez faire un parallèle, dans les contenus, il faut faire attention aux nappes créatives. C'est-à-dire un groupe de contenu comme Vivendi, si on ne néglige cette détection des talents,
D'ailleurs, on manque à notre responsabilité par rapport à nos publics, mais aussi on remet en cause l'intérêt que le groupe peut apporter en termes économiques. C'est-à-dire que si on ne produit pas des contenus qui soient différents d'autres contenus, personne ne va avoir un intérêt ou ne va acheter ces contenus alors qu'ils contribuent à une offre équilibrée de goût, de répertoire, etc. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que notre mission principale, à la fois, donc toujours ces deux jambes, pour répondre à la diversité des demandes et puis pour avoir une pérennité économique dans le temps, c'est de détecter et d'accompagner les talents partout où le groupe est présent. Vivendi est un groupe français mais présent dans plus de 60 pays. Et une fois de repérer ces talents au niveau local, de les exposer sur une scène internationale pour que ces talents puissent irriguer le maximum de pays possible. Alors par rapport à votre question, une fois qu'on a mis la diversité culturelle au cœur de notre responsabilité sociétale d'entreprise, ça veut dire que, on définit cette contribution. Donc pour nous, c'était comment on avait des indicateurs pour mesurer la diversité des expressions artistiques que l'on finançait, de comment on contribuait à la valorisation des capacités locales de production en fonction des pays où nous étions, et la valorisation des patrimoines. Parce qu'on voit bien que le numérique, qui entraîne de nombreuses modifications, a aussi une contribution intéressante en matière de patrimoine. Aujourd'hui, Universal numérise Universal Music, par exemple. Donc maintenant, dans le groupe, il y a Universal Music Group, qui est numéro 1 mondial de la musique, le groupe Canal+, présent en France, au Vietnam, en Afrique. On vient d'accueillir la plateforme numérique Dailymotion, qui est la deuxième plateforme numérique. Et aussi, on a une entité de start-up, plutôt sur le modèle des start-up, qui s'appelle Vivendi Village. Mais une fois que on a bâti ces indicateurs, ensuite on en a besoin de ces indicateurs pour mesurer le nombre de premiers films, le nombre de films à petit budget, le nombre d'investissements dans les artistes locaux dans lesquels on investit dans les différents pays émergents, le nombre de premiers, de deuxièmes films, le nombre de sous-titrages pour voir comment cette offre cinématographique est accessible au plus grand nombre dans les pays où nous sommes présents, même en France par rapport aux abonnés. Et cette gouvernance, quand on dit gouvernance, c'est que c'est pas quelque chose d'accessoire. La RSE, c'est pas le mécénat, c'est pas on dit un jour on l'arrête, c'est l'envers d'une même pièce de monnaie. Vous avez la stratégie et de l'autre côté la RSE. On peut pas avancer dans des offres et des produits économiques sans anticiper les attentes de toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc, objectifs, indicateurs, outils de pilotage, rémunération des dirigeants. Peut-être avez-vous entendu parler que depuis quelques années maintenant, les patrons dans les grandes entreprises ont des bonus qui sont liés à l'atteinte de critères liés à la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous, en 2010, quand on a décidé d'adopter cette mesure, nous n'étions pas les premiers, enfin il y en avait très peu à l'époque, mais très souvent, les groupes avaient adopté des objectifs liés à la réduction du CO2 ou à la diminution des accidents du travail. Et très franchement, ces objectifs étaient hypocrites pour Vivendi, qui n'était pas vraiment concerné par le changement climatique ni par les accidents du travail. Et du coup, le fait d'avoir mis la diversité culturelle dès 2003 comme un axe essentiel de la RSE, on a pu avoir des critères qui sont intégrés dans la rémunération variable des dirigeants, que l'on mesure, et qui donnent aussi une dimension de la stratégie d'avoir cette diversité culturelle au cœur de notre offre. Et puis, ce positionnement, encore une fois aujourd'hui, on le partage avec vous, mais on le partage avec toutes les parties prenantes. Les investisseurs, qui sont toujours perçus un peu genre le méchant marché, mais ils nous interrogent sur cette faculté que l'on a d'investir dans cette offre. On parlait ce matin de Timbuktu, qui a été cofinancé par Canal+. On a Salif Keita, un artiste malien qui est aussi signé par Universal. Donc cette palette d'artistes et d'acteurs, c'est bien ce qui répond à cet engagement de la diversité culturelle que nous avons inscrit dans les droits de l'homme. Parce que quand on est une grande entreprise, on est très exposé à de nombreux observateurs, et chaque fois on demande comment vous contribuez aux droits de l'homme. Si moi je me limite aux droits de l'homme, entendu classiquement comme travail forcé, j'ai pas grand-chose à dire. Si je dis que la diversité culturelle, c'est l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est au cœur de la déclaration de l'UNESCO de 2001 et que c'est au cœur de la Convention de 2005, vous voyez comment j'ai besoin de ces textes de référence internationaux pour valider cette démarche au sein d'une entreprise. Et du coup, ça nous donne une manière d'être interpellés par d'autres
pour qu'ensemble, on fasse de cette diversité culturelle un enjeu à la fois nécessaire pour la cohésion sociale, la compréhension mutuelle, et un enjeu de différenciation économique. Parce que vous parliez de Messier il y a 15 ans, mais aujourd'hui, Jean Musitelli l'a rappelé ce matin, les GAFA, donc les GAFA c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, ce sont des acteurs américains qui ont un rayonnement extraordinaire en termes de capacité d'influence, qui récupèrent beaucoup de la création de valeur des investissements dans les contenus que font les entreprises européennes, sans contribuer ni vraiment pleinement à l'impôt, ni au financement de la création. Donc on voit bien qu'on a besoin d'acteurs européens forts pour proposer une offre alternative à d'autres contenus qui vont être distribués à une rapidité terrible sur Internet, sans pour autant contribuer justement à cette dignité, cette reconnaissance des artistes sur une palette la plus large possible. Et ce positionnement nous a valu, alors là pareil, nous n'y sommes pour rien, puisque la Fédération internationale des droits de l'homme a un comité éthique composé de 12 personnalités indépendantes, je crois, et l'année dernière, ils ont une SICAV qui s'appelle Liberté et Solidarité. C'est une SICAV, vous voyez, par exemple, quand vous allez voir votre banquier, vous pouvez demander d'investir dans des actions vertes ou des actions pour l'eau. Malheureusement, une fois, je me suis posé la question pourquoi il n'y avait pas des actions pour la culture. Donc ça n'existe pas encore, on pourrait les inventer. Les entreprises qui favorisent le mieux cette expression de la diversité culturelle. Mais cette SICAV, elle classe les entreprises selon leur compréhension des droits de l'homme, en fonction des différents secteurs d'activité. Et j'avoue que j'étais assez fière que Vivendi soit la première entreprise française à être intégrée dans cette SICAV au nom de ce positionnement qui fait que la diversité culturelle est au cœur de la politique des droits de l'homme d'un groupe international de contenu. Bien, merci de ce panorama très varié. Maintenant, je vais me tourner vers Damien Villière. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à cette initiative et pourquoi une parade? Ce qui nous a conduit à cette initiative au début, c'est la sidération d'un désert public et qui laissait une parole xénophobe ouverte. Et c'était donc essayer de pouvoir réexister et ouvrir, de faire un espace, un rendez-vous une fois par an pour tous ceux qui avaient une parole contraire. C'était pour pouvoir, c'est ça, l'objectif c'est ça, c'était de pouvoir permettre à tous ceux qui pensaient différemment et qui pensaient que notre société est donc diversifiée, c'est le cas c'est notre histoire, c'est notre réalité, et de pouvoir s'inscrire en faux et même pour valoriser cette diversité. Et pourquoi une parade et précisément, et vous, en préparation, j'évoquais aussi, vous aviez dit, nous, on s'est rendu compte qu'on était un peu au bout de course, il fallait penser le politique autrement. Ben, on l'a évoqué ce matin d'ailleurs. Alors, une parade, c'est la fierté. C'est comme voilà, c'est pour clamer notre fierté d'appartenir à des origines différentes. C'est pour ça qu'on parade. D'accord. Mais encore. Alors, c'était pas qu'une parade, hein, la grande parade Métex. Oui, il y a toute une préparation. C'est le nom. Et c'est le moment du rassemblement annuel. Mais voilà, dans l'année, il y a des cafés Métex, c'est-à-dire qu'il y a des organisations de parole dans les différentes communes du 9-3 qui participent à la grande parade. Donc les cafés Métex, c'est le temps de l'élaboration de notre parole avec le public. C'est un projet participatif, c'est ouvert à tous tout le temps. C'est une parole qu'on construit, c'est évidemment pas une parole qu'on impose. Ensuite, avant l'ouverture avant la parade qui aura lieu cette année le 28 mai et qui a eu lieu les 2 autres années précédemment aussi fin mai, on ouvre dans les différentes communes des ateliers préparatoires où là le public est invité à venir participer et à préparer l'expression de sa propre parole, c'est-à-dire que chacun va construire soit des chars, soit des costumes, soit tout mode d'expression pour porter sa parole. Et ensuite il y a la grande parade qui dure sur une grande journée, qui est en fait en 3 temps. Il y a le temps de la parade, qui est le temps festif et donc le temps de la fierté dont je vous parlais jusqu'à présent. Ensuite, il y a le temps de la parole, où il y a 3 heures entiers avec des débats, des forums, et ensuite ça finit de façon festive par un bal. Alors, mais enfin, ne craignez-vous pas d'être accusé d'être le bobo de service qui favorise le relativisme? D'abord, je ne le crains pas parce qu'on est accusé d'être bobo sans arrêt. Sinon, l'angélisme culturel et affaiblit d'autant l'identité devenue malheureuse de la France et de sa civilisation. Qui a dit? Oui, c'est effectivement les accusations qui sont portées. Quand on se prend des flambées d'extrême droite sur les réseaux sociaux,
on nous accuse d'abord d'être bobos, comme ça décrédibilise toute existence et tout discours, ce qui est pas tout à fait vrai quand même. Je me sens absolument pas bourgeois. Je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, on est accusé de bobo, trahissant la race blanche, des choses de ce type. Oui. Mais ils chassent en meute, donc c'est assez violent. C'est des accusations qui sont récurrentes, vous savez. Oui, mais enfin, d'abord, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, donc effectivement, 26% de la population française a au moins un grand-parent d'origine étrangère, et ça, on parle que de 2 générations. Donc dès qu'on remonte un peu dans le temps, on est beaucoup plus nombreux. Ensuite, l'immigration en France, jusqu'à avant les événements de cet été, c'était 200 000 personnes par an, dont la moitié d'immigration européenne. Donc on peut être blanc et immigré. Et donc en fait, la grande parade, c'est justement essayer de s'inscrire en faux dans toutes ces idées reçues et venir avec... de pouvoir avoir au moins un moment par an où toutes les associations qui militent sur ce thème puissent se retrouver et essayer de porter plus haut notre parole. En fait, cette parole existe mais au sein d'un tas d'associations ou chez des citoyens, mais il n'y a pas d'occasion, ou en tout cas on a l'impression d'être submergé par un déversement xénophobique permanent et généralisé, et notamment beaucoup dans le monde médiatique et politique. Et donc c'est de ce sentiment d'urgence qu'est né notre projet. Vous avez des objectifs politiques je vise la présidence de la République. Oui, mais il y a parce que il n'y a pas, comment dire, une façon de faire une politique autrement. Parce que je me souviens, j'ai assisté, j'ai participé à votre parade, bien sûr, mais aussi à celle qui avait eu lieu justement, M. Deheb, à Belgique, à Bruxelles, il y avait le même type de parade qui avait eu lieu en février dernier, et le collectif qui était porté justement par des Belges d'origine étrangère évoquait haut et fort le fait de faire de la politique autrement. On l'a évoqué aussi ce matin, cette politique autrement, c'est ce qu'on attribue souvent aux Français ou aux Européens d'origine étrangère. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous voulez développer? Je suis persuadé que les solutions doivent être politiques. C'est le déficit de politique qui laisse ce champ, ce point malmené. Oui. Mais la grande parade n'a pas volonté à avoir un rôle politique en tout cas pas dans les pas au sens mais le sujet est politique. Catherine Puiseux, vous êtes directrice RSE d'un grand groupe de télévision, TF1. En quoi consiste la journée d'une directrice RSE au sein du groupe TF1? Alors, elles sont variées, mais tout d'abord, cette fonction-là, c'est la même que celle de Pascal chez Vivendi. On a donc les mêmes fondamentaux au départ dans sa définition. C'est des fonctions qui ont une dizaine d'années. Pascal a été pionnière. Moi, j'ai démarré à TF1, j'ai créé cette fonction en 2005. Ça consiste à faire prendre conscience à l'entreprise de ses impacts sur la société en général, c'est-à-dire de s'intéresser à des parties prenantes qui ne sont pas seulement les clients, les actionnaires ou les collaborateurs, qui étaient un petit triangle dans lesquels la société, les sociétés commerciales avaient de l'intérêt dans un premier temps. Il est évident que cette vision des choses était étriquée et désormais on se préoccupe de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, mais dans l'objectif d'une continuité pour l'entreprise. C'est une question de pérennité pour l'entreprise, de se constituer en observateur et en position d'écoute de son écosystème. Voilà, c'est ça la RSE, c'est écouter et agir en fonction des questionnements qui nous sont renvoyés. Donc à TF1, les enjeux principaux, puisque les enjeux ils dépendent de la nature de l'impact des activités de l'entreprise sur la société. Qu'est-ce que c'est l'enjeu principal à TF1 ? Bien évidemment, c'est les contenus. L'enjeu sociétal d'un média, c'est comme chez Pascal, c'est pas le bilan carbone des immeubles de TF1. Je dis pas qu'on s'en fiche, mais on le gère, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est ce qu'on envoie au travers de nos antennes, en termes de contenu, de représentation de la société. Donc l'enjeu majeur pour TF1, tel que nous le décrivent aussi les pouvoirs publics, via le Conseil supérieur de l'audiovisuel par exemple, c'est quel rôle on joue vis-à-vis du lien social, de la cohésion sociale en France. Et ça passe, par les notions de lutte contre les discriminations. Donc je remercie infiniment Julien d'avoir éclairé cette dichotomie tout à l'heure
entre diversité culturelle et lutte contre les discriminations, parce que moi je venais ici avec ce petit malaise de ne pas savoir pourquoi vous m'invitiez à parler diversité culturelle alors que mon thème et mon plan d'action est totalement orienté vers la lutte contre les discriminations. Et donc voilà, c'était parfaitement bien amené, merci beaucoup. Parce qu'à TF1, et je pense qu'il y a partout des notions de complémentarité et d'articulation. Bien sûr que ces deux thèmes-là fonctionnent ensemble, mais il faut bien comprendre les différences qui les constituent. Derrière tout ça, il y a une question qu'a évoquée monsieur brièvement, qui sont les deux modèles antagonistes de la République. On voit très bien les tensions qui sont derrière ça, entre le modèle d'intégration à la française et puis le modèle de promotion de la multitude ensemble qui valorise les différences. Ces deux modèles-là, moi je n'ai pas fait le tour de la question, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Les meilleurs sociologues s'écharpent autour de cela. Très certainement, voilà, le cœur du problème est là. Je ne sais absolument pas donner de réponse. Tout ce que je sais, c'est que moi, mon action, je peux la définir en termes d'objectifs. À quoi j'aurais servi dans 5-10 ans? Est-ce qu'on aura, voilà, je vais vous le dire de cette façon-là, est-ce qu'on aura au conseil d'administration de TF1 autant de femmes que d'hommes? Est-ce qu'on aura des personnes d'origine étrangère avec le même pourcentage que ce qui existe dans la société française? Est-ce qu'on aura sur nos écrans une capacité à représenter la société dans toutes ses diversités sans stigmatiser personne, sans zone d'ombre, sans oublier une quelconque composante de cette société-là? Est-ce que dans les mots de nos journalistes, dans la représentation que même donne de la société TF1 à l'antenne, il y aura cette représentation des diversités? C'est ça mon objet en fait. Et ça passe d'ailleurs dans un premier temps par un travail à l'intérieur de l'entreprise qui lui a été très bien fait dans les 5 dernières années, qui a consisté, on a eu le label diversité, nous pour vous en dire quelques mots, en 2010. En quoi ça consiste ce label? D'abord on a un travail en profondeur par tous les responsables des ressources humaines pour repeigner tous les processus d'embauche, de recrutement, donc de mobilité dans l'entreprise, d'accompagnement des compétences, pour vérifier qu'à aucun moment, une personne qui viendrait vers TF1 ou qui y entrerait ne subirait une discrimination en raison de sa couleur de peau, de son âge, du lieu d'habitation, pourquoi pas, etc. Donc c'est un travail fin qui permet de mobiliser beaucoup en interne et qui nous fait monter en compétences, parce que derrière tout ça, il y a une notion d'expertise qu'on doit avoir aussi. Donc ce travail en interne, il a été fait par les ressources humaines, et dans un deuxième temps, avec une approche très novatrice et très intéressante par la Fondation TF1. Donc la Fondation TF1, vous connaissez peut-être sa déléguée générale qui s'appelle Samira Djouani. Samira, avec l'énergie qui la caractérise, a réussi à faire entrer dans l'entreprise en fait, des nouvelles compétences des jeunes en fait, qui n'avaient pas suivi les cursus habituels, académiques, classiques. Et Samira a donc fait rentrer dans l'entreprise 10 jeunes par an d'origine très diverses, avec du talent, qui nous apportent, eux, cette fraîcheur et cette diversité. Et maintenant, ces jeunes grandissent dans l'entreprise. On les retrouve dans la rédaction. Donc, on a des journalistes désormais qui ont des origines bien différentes. Et ça, c'est la clé, en fait. Si on ne sait pas faire entrer dans l'entreprise des points de vue, des regards sur le monde différents, comment est-ce qu'on pourra, à l'antenne, rendre compte de ces diversités-là? Donc, je crois qu'il y a un bon travail qui a été fait, qui est derrière nous maintenant, et que le travail maintenant consiste à accélérer bien encore la représentation de la société française telle qu'elle est à l'écran. Il y a encore énormément de travail à faire, il ne faut pas se le cacher. Il y a toujours que, 15-18% de femmes parmi les experts qui sont interrogés sur les antennes. Il y a toujours une surreprésentation de la catégorie sociale supérieure blanche sur les écrans, c'est très clair. Donc, on n'y est pas. Mais si vous le voulez, ou par vos questions tout à l'heure, je vous dirai ce qu'on met en œuvre pour progresser sur ce terrain-là. Voilà un petit résumé de ce qui est au centre de l'approche de responsabilité sociétale dans le groupe TF1, sachant que j'ai une deuxième casquette, je suis présidente du comité diversité. C'est aussi pour ça que ce thème-là me tient particulièrement à cœur. Comité de diversité au sein de TF1? Oui, tout à fait. C'est un comité en fait qui existe... Alors, il a été créé en même temps que le label diversité parce que ça faisait partie des prérequis du label que d'avoir une instance dans TF1 qui portait ce thème-là de manière assez transversale.
Donc il a dans un premier temps rassemblé des managers essentiellement. Et là maintenant, depuis décembre dernier, moi j'y ai mis quasiment exclusivement des responsables d'unités de programme, c'est-à-dire les personnes qui choisissent les programmes des flux, des fictions, de l'information, du sport, etc., pour qu'on traite de ces questions des diversités avec ceux qui font ces contenus justement, qui ont en face d'eux les producteurs auxquels ils vont commander les productions par exemple, ou ceux qui vont intervenir auprès du producteur pour choisir tel ou tel casting. Donc on s'approche là de cette notion qui est la plus importante, qui est quelle France voyons-nous sur nos écrans. Donc le comité diversité, en fait, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille? Je le réunis à peu près tous les 2 mois. J'espère que grâce à lui, on monte en compétence justement en rencontrant des associations. Donc à chaque fois, il y a une association différente qui vient nous parler. On a fait énormément de formations, d'ailleurs Julien les connaît bien parce que c'est lui qui les anime, des formations très pointues parce que quand il s'agit de faire comprendre à un journaliste comment dans ses mots il peut être discriminant, il faut connaître ces thèmes extrêmement finement. Donc Julien anime par exemple des ateliers de feedback où on revisionne les sujets et on fait prendre conscience aux journalistes des stéréotypes qu'il a fait passer à son insu la plupart du temps, parce que son parcours est celui-là. Chaque journaliste a les mots et les carnets d'adresses de son parcours personnel. Bien, donc on a bien compris que vous êtes, mesdames, à la manœuvre pour transformer, essayer de transformer l'entreprise, la modifier. Alors justement, oui, alors allez-y, c'est le moment. Alors, est-ce que vous êtes convaincu? Enfin, par les propos. Vous voyez quand même. Oui. Vas-y. Moi, j'ai bien entendu vos discours. Quel rapport nous pourrions avoir entre la vie associative, entre le monde associatif et les entreprises? Moi, je vais être de nature très très concrète. Nous travaillons avec Renault, avec le RSE de Renault. Renault a proposé à tous ses salariés, femmes, cadres, de devenir témoins, qui sont cadres nés à l'extérieur du territoire français. Il y a plusieurs cadres de chez Renault qui viennent maintenant, au titre de leur parcours de migrants également, qui viennent dans les établissements scolaires. Donc c'est un partenariat qui a été fait avec Renault. Il y a d'autres partenariats qui ont été faits avec Arte dans le même registre. Dans vos entreprises, quelles portes restent ouvertes aux associations? Et est-ce que vous aidez des associations ou votre objet est uniquement à l'intérieur de votre structure? Bonne question. Alors, mesdames, qui veut... Alors moi j'ai volontairement, on avait été mis d'accord avec Fulvio de parler de la gouvernance parce que c'est ça qui nous rassemble, c'est qu'on est tous responsables de cette diversité culturelle et je reviendrai un peu par rapport à la COP21 plus tard. Par rapport aux associations, bien sûr, nous, on a plusieurs outils, notamment un programme de solidarité qui s'appelle Create Joy, qui réunit 100 000 jeunes où on essaye de travailler avec plusieurs associations et d'expliquer comment les industries culturelles ou médias peuvent être des leviers d'insertion, etc. Donc nous, pour la Journée nationale des jeunes, régulièrement, on va à l'encontre des classes et on explique qu'est-ce que c'est un réalisateur, qu'est-ce que c'est une productrice, avec une diversité de profils et de parcours. Et ça permet justement d'avoir des échanges très, très, très émouvants. Parfois, je me souviens de la directrice des documentaires qui avait parlé de son documentaire Insoumise, avec des classes issues de cultures différentes. Et les enjeux étaient très, très, très forts. Et donc, nous, on fait beaucoup ça. On a aussi des cellules de repérage talent qui vont dans les associations, qui vont dans les petits théâtres, qui vont dans les petits cafés. Parce que ce que nous recherchons, c'est cette expression la plus marquante de l'émotion. Donc ça, on le fait régulièrement. Et on a aussi, et en Afrique, on a lancé les canals Olympia pour justement que dans les associations dans les pays africains, il y ait un rassemblement entre les plateformes de studios d'enregistrement et puis le terrain. Et moi, pour les associations, en fait, je réfléchissais pendant que Pascal parlait. On a 3 biais avec lesquels on travaille avec elles, ou pour elles parfois. Le premier, c'est qu'on ouvre assez largement nos antennes aux associations, tout d'abord. Parce que la première chose qu'elles nous demandent, c'est de leur donner une fenêtre de visibilité. Donc on a sur nos antennes des espaces gracieux, en assez grand nombre, par lesquels transitent à peu près 150 messages d'associations différentes chaque année. Donc il y a des très grandes associations que vous connaissez forcément, comme les Restos du Cœur ou les Pièces jaunes, mais on s'attache à ce qu'il y ait justement une diversité dans ces associations en nature d'enjeux traités ou en taille. Donc dans les 150 associations, il y a une extrême diversité en fait, de thèmes traités.
Donc on a ce premier rapport avec elle, parce que pour pouvoir accéder à nos antennes, il y a un dialogue qui s'instaure pour savoir si les thèmes conviennent au plus grand nombre. La deuxième chose, pour moi, c'est l'expertise. Moi, j'ai besoin des associations pour pousser ces thèmes de la diversité. Je vous donne un exemple assez rapidement. Hier, on a signé la charte de lutte contre les discriminations LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans. Qui porte cette charte? Bien sûr, une association, parce qu'il n'y a que les associations qui peuvent amener cette connaissance du sujet. Et la charte qui a été portée devant les entreprises, donc la charte elle est portée par une association qui s'appelle l'Autre Cercle. Pour que l'ensemble de mon comité diversité puisse comprendre ce que sont l'ensemble des combats des associations LGBT, le 5 novembre prochain, j'ai demandé à 5 associations différentes, tout autour du thème de l'homophobie ou de la transphobie, de venir nous parler de leurs combats. Donc il y a des personnes trans, il y a des parents LGBT, il y a SOS homophobie, il y en a 2 autres, il y a le refuge. Et puis une 5e. C'est parce que ces sujets-là sont compliqués et les journalistes, la plupart du temps, ne sont jamais des experts d'un sujet, mais ils doivent avoir cette curiosité, ils l'ont, de pouvoir s'adapter à chacun des thèmes qu'ils ont à traiter. On n'aura jamais des journalistes hyper spécialistes d'un sujet, c'est pas ça qu'on veut. Mais il faut soulever le couvercle pour qu'ils appréhendent cette complexité, tout simplement. Et après, ils vont se mettre au travail. Donc moi, ce contact direct, justement, entre la rédaction et les associations, d'abord, les associations me le demandent, et ça, je peux l'organiser. Après, je ne peux pas pousser le journaliste à écrire ceci ou cela, ou à traiter tel ou tel sujet. Là, je rentrerai dans un domaine qui est tout à fait contraire à celui du libre arbitre et du libre exercice du journaliste. Mais voilà ma marge d'action. Donc les associations, pour moi, sur le thème de la diversité, elles sont clés. Et je sais que Samira a énormément d'entre-gens et connaît à peu près toutes les associations de lutte contre les discriminations, et notamment dans le 93, parce que beaucoup de ces actions, en fait, sont initiées par elle, pour pouvoir aller parler dans les lycées, pour pouvoir faire mieux connaître la manière dont on travaille. C'est quelque chose à quoi on est assez attaché, c'est aller sur les territoires, dans les collèges, dans les mairies, en région, mieux parler de ce que c'est qu'un média et de ce que c'est que TF1. On nous regarde de trop loin la plupart du temps. On a besoin de développer une communication beaucoup plus horizontale. Mais la plupart du temps, les médiateurs, pour qu'on arrive à faire ça, c'est les associations. Parce que ce que dit Catherine est vrai, en fait, on connaît très mal les médias. Moi, maintenant, mes enfants sont grands, mais quand j'assistais à la foire aux carrières, c'est un peu comme à mon époque ancienne. C'est-à-dire que le samedi matin, vous avez les métiers du droit, les métiers de la médecine, les métiers du journalisme, éventuellement, les métiers d'ingénieur, mais les métiers des industries culturelles et créatives, on ne les connaît pas. Et nous, justement, dans le cadre de ces échanges avec ces jeunes, il y avait une jeune fille qui disait « Mes parents m'obligent à faire du droit », et puis j'avais invité ma collègue de Studio Canal qui négocie tous les droits des films au moment du Festival du Cannes. Elle avait des étoiles dans les yeux, elle dit « Je peux faire du droit dans le cinéma ». Où je peux être marketing dans la musique. Et finalement, en fait, on met toujours les stars en exergue. Et toute la chaîne de valeur, depuis le photographe, le maquilleuse, l'ingénieur technique, celui qui fait la pub, celui qui le directeur artistique, toute cette chaîne n'est pas connue. Et c'est des efforts que nous, on fait régulièrement pour inciter tous ces jeunes à connaître ces métiers et déjà aussi à comprendre la valeur d'un film ou d'une musique, pour pas niquer les gros et pas les payer et pirater en toute conscience. Mais on leur dit, tu vois, quand tu pirates, ben c'est toute cette chaîne dont tu prives les métiers, des métiers qui sont ouverts, qui te sont ouverts. Damien Pilière, votre sentiment, qu'est-ce que vous êtes scénographe, les dimensions médiatiques vous interpellent. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de... Je ne sais pas, je découvre, je ne connaissais même pas le métier des dames qui sont là. Alors si par exemple le TF1 voudrait sponsoriser la grande parade Métèque par exemple, qu'est-ce que vous diriez? C'est bien embêtant. C'est au moins une question qu'on poserait au CA pour voir quelle réponse on fait. Donc vous restez sur votre... Vous découvrez, c'est ça, vous restez sur votre... Non, la question du financement de la grande parade existe. On est financé à 75% par des subventions publiques, qui soient sur Est Ensemble, la préfecture ou les communes, et on a 25% de ressources propres. Donc effectivement, on a la question de financement privé peut se poser. Bon, c'est pas le cœur de notre action. Bien. Bah, écoutez, j'ouvre, si vous voulez bien,
les questions à la salle. Enfin, quelles sont les actions justement qu'elle décline au sein même de l'entreprise pour amener un jour ou l'autre, un jour à cette diversité-là, ce qui fait qu'un jour peut-être elle pourra se passer des ateliers de savoir quelle est la parole qui est discriminante ou pas. Parce que je dis souvent que lorsque les gens l'ont vécu, le langage y suit, quoi. Il y a des mots qu'on n'emploie pas, il y a des façons de penser qu'on a, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Donc, comment vous déclinez en fait ces actions-là? Vous aviez dit que vous en reparleriez, donc à l'intérieur même de l'entreprise, pour que l'entreprise soit aussi un Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le travail des ressources humaines. Moi, je travaille en binôme. En fait, ce comité diversité, je le pilote, mais je travaille en binôme avec ma collègue des ressources humaines. Parce que vraiment, cette histoire est clé de qui on a à l'intérieur de l'entreprise qui va déterminer les actions qu'on va mener ensuite. Donc c'est une question d'abord de recrutement, tout simplement, ça commence là. Donc que fait ma collègue? Je vais parler en son nom, mais moins bien qu'elle. C'est d'abord diversifier les écoles, par exemple, avec lesquelles on entretient des relations. Vous savez que dans une entreprise, le côté relation-école va forcément déterminer après les alliances qui vont se mettre en place dans la durée. Donc il s'agit là d'avoir des écoles, je vous prends un exemple. On a choisi de travailler avec des écoles qui ont clairement affiché le fait qu'elles aidaient les personnes handicapées à accéder à leur enseignement. Toutes les écoles n'ont pas fait ça, mais on a passé une convention avec l'État pour qu'il y ait une approche par les écoles du domaine audiovisuel ouverte aux personnes handicapées. Bien, nous, on a passé des conventions de manière privilégiée avec ces écoles-là. Ce qui nous permet d'avoir, parce qu'il ne faut pas oublier que ce type de discrimination-là est aussi extrêmement invisible, important et fait la plupart du temps que nous qui recrutons à la sortie des écoles, on s'étonne qu'il y ait peu de personnes d'origine étrangère ou handicapées ou autres, mais oui, mais sauf que c'est à l'entrée des écoles qu'il faut travailler. Donc ce travail qui est fait là par le recrutement avec les écoles est très important. Ensuite, donc, il y a ce que fait Samira qui est vraiment extrêmement important, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai 20 ans d'ancienneté à TF1, mais je sais très bien, quand je me promène dans les couloirs aujourd'hui, je n'ai plus le sentiment que j'avais il y a 15 ans, où on ne rencontrait que des blancs très beaux dans l'entreprise. C'est beaucoup plus détendu parce qu'on est beaucoup plus nous-mêmes. Hein. C'est extrêmement important. Et ça passe par la diversité des personnes qu'on rencontre qui se rapprochent davantage de celles qu'on rencontre quand on sort de la maison TF1. Voilà, donc le recrutement, la formation... le fait qu'on fasse accéder aux formations absolument tout le monde, y compris là l'autre thème qui se pose souvent, c'est celui des seniors. Voilà, on a tendance à considérer qu'au bout d'un moment, c'est plus la peine de capitaliser sur les personnes qui ont 45, 50 ans, parce que de toute façon, elles ont plus ou moins fait leur temps. Une partie des actions est justement de faire accéder aux formations ou à la mobilité interne aussi les personnes qui ont de l'ancienneté ou de l'âge. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont probablement les mêmes dans toutes les entreprises qui luttent contre les discriminations. Hein. Ça, c'est un tronc commun. Voilà, ça porte ses fruits lentement. Ensuite, il y a un véritable combat contre le plafond de verre pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, à TF1 comme ailleurs, il y a 50% de femmes en bas de la pyramide, il y a une femme au comité exécutif tout en haut. Entre-temps, à chaque échelon hiérarchique, on en perd quelques pourcents. Donc ça, c'est un vrai combat. C'est d'autant plus difficile qu'il y a relativement peu de recrutement et donc en période de recrutement, tout le monde étant accroché à son poste, je ne peux pas non plus aller dire aux hommes de sortir pour laisser la place des femmes, c'est bien plus compliqué que ça. Donc ça prend du temps. C'est exactement comme le disait Pascal, ça peut passer par des incitations dans la rémunération variable des managers, que de savoir amener dans leurs équipes une équité homme-femme, par exemple, ou d'une ouverture à la diversité, ou le fait d'envoyer toute son équipe en formation sur les thèmes de la diversité. Voilà, on a un réseau féminin maintenant, un réseau féminin qui est ouvert aux hommes, parce que le motto derrière, c'est la mixité qui fait la performance. C'est ni la vision masculine des choses, ni une vision exclusivement portée sur des valeurs féminines, mais c'est bien, là aussi, la complémentarité entre ces deux-là. Donc c'est tout un ensemble d'actions qui, j'espère, vont porter leurs fruits. Je me demandais, est-ce que c'est Monsieur Gros, c'est ça? Lorsque cette dame, cette personne vietnamienne parmi les témoins dont vous nous parlez, a dit... à l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers en France. Et quelqu'un lui répond,
oui, bah, ça a bien changé. Ce qu'elle a dit est complètement faux, n'est-ce pas? Il y avait plein d'étrangers en France dans les années 50. Et il y avait les mêmes problèmes qui se posaient dans les années 30 par rapport aux étrangers en France qui se posent aujourd'hui. Et c'est un peu ce qui me plaît dans la parade METEC, c'est qu'on travaille sur la continuité de ça, de bien faire remarquer qu'en fait, il y a toujours eu plein d'étrangers en France. Et quand cette personne a dit... À cette époque-là, évidemment, hein, on se sentait certainement beaucoup plus seul en tant que Vietnamien, ça c'est évident. Je sais bien que quand on était noir dans les années 50 en France, c'était pas comme de l'être aujourd'hui. Mais en même temps, il y a quand même une chose qui n'a pas changé en France, et c'est cette chose-là, il me semble qu'il est important de faire entendre en termes de diversité culturelle, que ça n'a rien de nouveau, non? Ces mots, nous n'étions pas nombreux en tant que Vietnamiens en France dans les années 50. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Donc je vous donne le contexte, mais en face, le contexte c'était une forme de haine des étrangers. On le voyait, on l'entendait, nous sommes intervenus dans cet établissement à plusieurs reprises. Lundi, je vais à Orange. On me demande d'aller à Orange et Carpentras. Je vais faire 2 lycées agricoles, lycée agricole d'Orange, lycée agricole de Carpentras, parce que les enseignants ne savent plus comment gérer. Ils ne savent plus, ce sont... des enfants d'ouvriers agricoles qui sont dans ce lycée, mais le racisme est totalement affiché. Donc c'est vrai que j'amène des témoins dans des endroits qui ne sont pas évidents. Hier, j'étais à Lieusaint. À Lieusaint, j'avais la classe de 3e et la classe de FLE. C'est le monde entier que j'avais devant moi. C'est génial, ça fonctionne à 100%, parce qu'ils reconnaissent leurs parents. Parce qu'ils reconnaissent leurs grands-parents, et parce que ceux qui arrivent, les primos qui arrivent, voient ce qu'ils seront peut-être plus tard. Là, les banlieues les plus dures sont les plus douces. Ça fonctionne à 100%. Par contre, quand on m'envoie dans certains coins, comme Orange ou Carpentras, mais il y en a d'autres, hein, on m'envoie ailleurs, dans d'autres endroits qui sont aussi folkloriques, là, l'enjeu est très fort pour les témoins. Je les avertis. Avant, j'ai une anecdote en Angoulême il y a 8 ans où on m'avait écrit « Je suis le premier à les témoigner dans tous les endroits ». Les jeunes m'avaient écrit « J'étais un traître à la race ». Donc ça, j'avais l'habitude Mais c'était 5 jeunes qui imposaient à tous les autres de ne pas signer leurs lettres. Les enseignants n'ont pas voulu, ils avaient peur des jeunes, donc ils n'ont pas voulu réagir. Je leur dis, là c'est de la justice, soit vous réagissez, on en parle, soit c'est la justice, parce que là ce sont que des lettres d'insultes et racistes. Il faut amener le terme justice de temps en temps, même dans les établissements scolaires. Les enseignants ont besoin aussi de repères. Il faut être très clair dans ces cas-là. J'ai amené un témoin polonais après moi là-bas, mais je ne lui ai pas dit... Je lui ai montré les lettres dans le train. Lui, il avait combattu contre les nazis en 1944 à Varsovie. Il m'a dit, Frédéric, où est-ce que vous m'amenez? Je dis, vous êtes battu contre les nazis. Ce sont des jeunes. Et il faut les 3/4, ça fonctionnera pour les 3/4. On n'arrivera pas pour 100%. Et il est venu. Et il a... tous ces bénévoles, tous ces témoins bénévoles, il faut vraiment le vouloir pour aller raconter son intimité, sa vie de femme, sa vie d'homme, ses divorces. On amène autre chose et on amène sa subjectivité. Je ne vais pas faire la leçon à un témoin, c'est son histoire. Oui, mais je comprends, mais je vous dis, elle a son langage, elle a ses... Il y a des témoins qui ont parfois des excès de langage, mais quelle que soit l'origine, quels que soient les continents. Hein. Nous respectons la parole, sauf que je n'amènerai pas un facho avec moi. C'est très clair, je suis très clair dès le départ. On voit tous les témoins avant, je ne vais pas amener quelqu'un qui va à l'encontre de nos idées. Nous sommes là pour valoriser la citoyenneté, valoriser la République. Nous ne sommes pas là pour promouvoir certaines idées racistes. C'est pour ça que certaines fois c'est très chaud pour nous aussi. Hein. Pour moi. J'ai du mal à m'exprimer. Ce que je voulais savoir, c'est si parmi ces gamins-là, il y en a forcément des tas
qui ont, à Orange et à Carpentras, des grands-parents qui étaient des ouvriers italiens immigrés. Oui. Et des parents. Est-ce que vous leur posez la question? Oui. Ah, j'ai pas de. Par contre, j'ai pas de tabou. Hein. Je vais franco et direct sur. Quand on m'envoie dans des terrains comme ça, il faut y aller avec sa personnalité. Je suis un peu. Je peux avoir 10 élèves ou 100, ça changera rien. Mais s'il y a des réactions devant moi, je vais au front. Hein. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour apporter autre chose. Nous sommes soutenus par des ministères, par des villes, par des régions. Et s'il y avait des entreprises, ce serait parfait. Hein. Moi, j'en profite, je suis de manière très directe. Nature très directe aussi. Hein. Bonjour, oui. J'ai deux questions. Une à monsieur. Est-ce que vous travaillez avec les enseignants? Comment s'organise une venue dans une classe? Et deuxième question à monsieur Katcha, comment vous avez trouvé ces deux merveilleuses dames? Et est-ce qu'il y a la même chose? Est-ce qu'on peut trouver la même chose dans le service public? Ah là là, je ne pouvais pas... Alors je réponds, après Oui, nous travaillons au préalable avec les enseignants parce que les enseignants ont beaucoup de préjugés également. Donc il faut aussi les former. Ils ont une peur. Beaucoup d'enseignants aussi sont d'origine étrangère. Donc ils essaient peut-être de répondre à leurs propres interrogations en amenant des témoins. Ça arrive 50% des cas. D'autres ont une peur. Ils y viennent, mais ils ont une peur des témoins. J'ai une enseignante en Vendée qui veut que des témoins européens. Et dans le même établissement, l'autre enseignant d'art plastique, lui, il a demandé des témoins iraniennes et des témoins d'Afrique noire. Mais je sais très bien que l'enseignante de 3e, responsable de tout le niveau 3e, elle a peur. Elle est d'accord, parce que tous ses collègues sont d'accord que je vais amener 20 témoins devant 800 jeunes là-bas. Elle est d'accord, mais elle a peur. Elle a peur, c'est la campagne, mais on y va. On casse les peurs, mais je respecte sa peur. L'important, c'est d'aller sur le terrain. L'important, c'est d'être à côté d'eux. C'est de les soutenir. Et il faut y aller. Voilà. Oui, bon, c'est très simplement, en préparant, tout simplement, pour répondre à votre question plus précisément, c'est en préparant donc ce colloque. On a commencé au mois d'avril, fin avril, donc comme nous avons pu identifier notamment ces acteurs, ces actrices, puisque vous êtes des femmes. C'est pas un hasard d'ailleurs hein, que vous soyez des femmes au sein de la responsabilité sociale qui dirigeait ces services-là au sein des entreprises. Voilà, pour vous répondre précisément, il y a de bouche à oreille. Je peux apporter un petit complément? Oui. Merci beaucoup pour votre mot très gentil. On fait aussi on a des jobs assez formidables puisque ça nous permet d'être alignés, je parle pour Pascal aussi probablement, complètement avec nos convictions. C'est pas si facile en entreprise ou c'est pas si fréquent. Donc on n'a pas de mérite d'une certaine façon à porter ces enjeux-là. Ce qui est formidable, c'est qu'en entreprise, on est la place pour les porter maintenant. Ça, c'est nouveau. Et je voulais donc parler des autres entreprises et notamment des médias du secteur public. Alors, on a créé un petit club entre nous. On n'est pas extrêmement nombreuses, mais on est dans les médias français une petite dizaine. On a créé un forum de la RSE des médias parce qu'on sait bien qu'on a des enjeux en commun. Même si on a des publics parfois un petit peu différents, on essaye de trouver entre nous, par exemple, les meilleurs indicateurs. Parce que la question dans la responsabilité sociétale, c'est souvent d'aller ensuite mesurer l'efficacité de son action. Mais aller mesurer aujourd'hui l'influence des médias dans la société avec des indicateurs pertinents, c'est pas facile, mais c'est un chemin sur lequel on avance. Pouvez-vous développer ça? Parce que justement, c'est une de mes questions que je n'ai pas posées, c'est comment on peut, ces fameux indicateurs extra-financiers, là, que les sociétés de notation, des agences de notation, comme celle de Mme Notin d'ailleurs, évaluent. Alors comment arriver à évaluer l'impact de la diversité culturelle d'une entreprise? Alors, effectivement, ce n'est pas évident, vous avez évoqué, alors, mais très brièvement, parce que c'est une question importante qu'on veut aussi vous aider puisque ça touche aussi l'aspect social.
Et ce que je voulais un petit peu expliquer au début, c'est que nous, on a vraiment deux genres, la dimension sociétale et la dimension économique. Et c'est aussi un petit peu la faute des entreprises, parfois, quand elles présentent leurs résultats. Parce que Universal Music, quand on présente ses résultats, forcément, Eminem ou 50 Cent, les rappeurs américains, font plus de ventes que Salif Keita au Mali ou Hélène Grimaud. Mais un des travaux que j'ai pu mener depuis 14 ans maintenant, c'est d'essayer d'établir comment la diversité culturelle est justement un facteur de croissance de revenus. Et la réponse que j'ai obtenue, c'est que, par exemple, même si Lady Gaga est une star planétaire, 60% des revenus de la musique viennent des talents locaux. Ça veut dire que si dans un pays, nous sommes dans un périmètre de 59 pays, on a ce chiffre pour 59 pays, si Universal Music n'est pas capable de repérer les talents locaux dans le pays où il est, il va planter le business. Parce que les gens aiment le local, aiment leur culture, aiment leur diversité culturelle. Et c'est là où moi, ce métier me passionne, c'est qu'il y a cet investissement au niveau local, et après cette capacité des acteurs économiques de faire rayonner ces cultures locales. Quand Juanes, le chanteur colombien, est numéro 1 en Grande-Bretagne, quand Tokyo Hotel, qui chantait quand même en allemand, moi, mon fils faisait de l'allemand à l'époque, donc je pensais que ça allait l'aider aussi à progresser en allemand, mais chanter en allemand, c'est quand même assez un défi, qui était numéro 1 mondial en Europe. Quand Stromae, chanteur belge, chante à New York et réunit un public considérable alors qu'il chante en français, on voit bien que ces passerelles, elles sont aussi le fruit d'investissements concret. Nous, 10 milliards de chiffre d'affaires, 2,3 milliards investis dans les contenus. Donc c'est vraiment une manne économique, mais qui permet aussi cette diversité-là. Et c'était quoi la question ? Non, c'est les indicateurs. Ah oui, donc, les indicateurs. Oui, mais... Les indicateurs, c'est ça, c'est 60% des revenus de la musique viennent des talents locaux. Et aussi un autre indicateur, c'est que nous, chez Canal, la spécificité de Canal qui repose sur un modèle payant. Donc, ça veut dire que c'est le modèle des abonnés. Donc le jour où les abonnés ne sont plus satisfaits, ils ne payent plus. Donc c'est ce que je vous ai expliqué au début sur le caractère différenciant. C'est-à-dire que nous, Jamel Debbouze, Omar Sy, Harry Rosenbach, que TF1 nous a piqué d'ailleurs, qui était le premier présentateur noir à la télé sur Canal, on a eu toujours cette volonté d'exposer cette diversité parce que c'est ce que les gens recherchent. Et c'est pour ça qu'ils vont payer. Sinon, s'ils trouvent sur Canal la même chose qu'ils trouvent ailleurs ou sur Internet, ils ne vont pas payer. Donc cette diversité, elle irrigue l'économie. Et c'est ces indicateurs-là qu'on met, et comme disait Catherine, aussi les incentives, parce que la place des femmes, j'y reviens aussi, j'y suis très sensible, c'est une chose d'avoir des femmes qui présentent des émissions, y compris la météo, et c'est aussi une autre chose d'avoir des femmes qui s'expriment comme expertes. Arte le fait très bien. Quand Arte organise des émissions de débat, je ne sais pas pourquoi, ils arrivent à trouver sur les 6 experts 3 femmes et 3 hommes. Donc nous, on a mis ça dans la rémunération des patrons de Canal+. Donc à la fin de l'année, ils doivent nous expliquer comment ils ont mis des outils et comment ils mesurent la place des femmes expertes dans l'expression. Et vous voyez comment c'est intéressant quand je vous parlais de je peux encore parler ? Non. Oui. En fait, on va plutôt conclure et poser une question. Oui. J'avais néanmoins une réponse sur la question des indicateurs que je veux bien. Oui. On est vraiment pressé par le temps ou... Non, développer, c'est important parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu du public. Les indicateurs sur lesquels vous vous basez pour évaluer justement l'impact de la diversité. Et pour tout le secteur de la RSE est aussi un terrain incognita. Alors justement, sur cette question de la RSE terra incognita, je vais apporter des paradoxes, mais c'est là-dessus aussi qu'il faut avancer dans la compréhension de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Moi, ce qui m'aide le plus à conduire cette démarche de RSE à TF1, c'est les 2 choses qu'on reproche à TF1 la plupart du temps. C'est 1, d'être une entreprise cotée, et 2, d'avoir Bouygues comme patron. Sauf que moi, parce que TF1 est une entreprise cotée, je suis questionnée sans arrêt par des agences de notation extra-financière avec derrière elles des investisseurs que ces performances extra-financières intéressent. Donc si on progresse, si mes patrons y sont attentifs, notamment les patrons de la stratégie ou de la finance, c'est parce que derrière, il y a des investisseurs qui nous disent « si vous n'êtes bon que sur l'aspect financier, moi, je n'ai pas confiance dans votre pérennité ». Je veux que vous soyez bon aussi sur les aspects sociaux à l'intérieur de votre entreprise. Je veux que vous ayez une image et je veux que vous ayez la confiance de vos publics en tant que médias. Et puis je veux que vous vous préoccupiez aussi d'environnement parce que votre légitimité aussi, elle passe par là parce que c'est des enjeux qui concernent tout le monde. Donc merci. On est dans une entreprise cotée et j'ai ce levier d'action très important. Le deuxième levier d'action, c'est Bouygues. Bouygues, c'est l'actionnaire, non pas majoritaire, mais principal de TF1.
L'entreprise Bouygues est particulièrement concernée par les enjeux liés au développement durable parce que c'est son business, en fait, d'offrir dans le futur des écoquartiers, de l'écomobilité, des habitats qui consomment moins d'énergie. En fait, tout leur métier est traversé par cette nécessité d'aller vers le développement durable avec des offres commerciales nouvelles. Donc, qu'a fait Martin Bouygues? Il a demandé à tous ces métiers, télévision, téléphone, route, bâtiment compris, d'avoir des politiques de développement durable adaptées à leur métier, ambitieuses, et qu'on y aille tous ensemble. Donc il y a une véritable synergie, et derrière le meilleur moteur qui soit pour l'entreprise, une envie de lier ça au développement économique de la société. Donc là se rencontrent des enjeux sociétaux et une nécessité, un impératif économique pour l'entreprise, mais c'est comme ça que ça marche, c'est formidable. Et pour revenir plus précisément à la question des indicateurs, alors c'est vraiment compliqué. Pour l'instant, il y a des indicateurs. Il y aurait deux natures d'indicateurs, une qui m'intéresse plus que l'autre. La première nature d'indicateur, c'est de quantifier ce qu'on met sur nos écrans. Voilà, il y a tant de personnes expertes dans les débats, il y a tant de personnes vues comme non blanches, c'est ça l'expression, dans les fictions françaises. Ça, on arrive à le faire. On prend des engagements, puis on essaye de les respecter, on compte. Maintenant, l'autre mesure qui m'intéresserait énormément, et ça on ne l'a pas encore réalisé, mais on est sur le point de le faire, c'est de se placer du côté des récepteurs, donc du côté des téléspectateurs, pour mesurer comment eux, ils perçoivent ce qu'on met sur les écrans. Est-ce que eux, est-ce qu'ils peuvent être, selon leurs origines, stigmatisés par ce qu'ils voient sur l'antenne de TF1 ? Donc ce que je vais conduire là tout prochainement avec des sociologues qui vont nous y aider, c'est une étude de perception de ce qui pourrait être discriminant dans nos programmes d'information. Et là, j'aurai donc autre chose, parce qu'on sait très bien que ce qu'on émet n'est pas forcément ce que la personne de l'autre côté de l'écran reçoit. Il y a un niveau de complexité supplémentaire. Donc voilà. Après des indicateurs quantitatifs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel essaye de nous en donner, ou essaye de faire en sorte qu'on s'engage. Ils ont des limites. Et puis en plus, les statistiques ethniques ne sont pas possibles en France aujourd'hui. Ça rend les choses très compliquées. Et j'entends de plus en plus, d'ailleurs, vraiment réémerger cette question en disant que rendre possible les statistiques ethniques représenterait une vraie solution pour qu'on puisse progresser. Je l'ai entendu au CSA, tu y étais aussi, Pascal, mardi dernier, de manière vraiment répétée comme jamais. Donc je pense que ce débat va probablement être réouvert. Bien. On va se cheminer vers la conclusion. Juste une brève question et peut-être vous demander vos préconisations. Très brièvement après, pour boucler, quelles seraient vos préconisations pour améliorer la situation? Oui, allez-y. J'ai le sentiment d'intervenir beaucoup, mais j'avais reçu un message, je lui ai dit, pour dire que je pouvais intervenir pendant 88 minutes. Donc, deux mots. Je trouve ce débat extrêmement passionnant par rapport... on a parlé ce matin, cet après-midi, diversité culturelle sous l'angle politique, sous l'angle moral, sous l'angle, je dirais, strictement culturel. On aborde ici, et je trouve ça passionnant, la question de la diversité culturelle comme facteur, comme apport à l'innovation, à la créativité, donc à la production, donc à l'économie. Et ça, c'est formidable. 2-3 exemples. Une entreprise américaine construit une filiale en Chine, pour des raisons à l'époque de coût de la main-d'œuvre. Et elle demande évidemment aux Chinois, elle transpose en Chine son mode de production, paramètre de l'entreprise américaine. Et puis ça marche. Et puis petit à petit, les Chinois prennent leur place. Et parce que les Chinois prennent leur place, ils transforment le produit. Et ce qu'on constate, c'est que quand nous recrutons dans nos entreprises le Marocain, le Vietnamien, etc., on lui demande de penser comme un Belge avec les paramètres de la Belgique, etc., et on ne lui demande pas de nous apporter sa sensibilité et sa vision autre. Moi, j'étais il y a quelques semaines, avec une collègue qui dirige une entreprise de développement à Liège, qui me disait « J'ai étonné tous mes services de DRH parce que je devais recruter une secrétaire, il y avait 4 ou 5 candidates, tous mes services disaient que je devais prendre une telle, j'ai pris la vietnamienne, enfin celle d'origine vietnamienne. Et quand on m'a demandé pourquoi, j'ai répondu « parce qu'elle va me permettre de penser autrement ». Et ça, je crois que c'est formidable, c'est effectivement...
la diversité culturelle, ce n'est pas l'intégration, c'est pas l'assimilation, c'est le dialogue, c'est le métissage, mais c'est un apport formidable et je crois qu'on doit davantage le mettre en évidence dans tous nos débats, montrer l'apport finalement, y compris l'apport de l'immigration au développement économique. Merci de cette presque conclusion, mais peut-être, et puis on va, oui, alors, si vous avez des préconisations, Damien, juste brièvement, parce qu'on est un peu en retard, et notre rapporteur piaffe d'impatience. Encore une fois, je voudrais revenir sur le texte de la Convention, parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'en tant qu'entreprise, donc tout le débat cette année est coopté par la COP21. Et nous, notre enjeu, en tant qu'entreprise de contenu, c'est qu'on essaie de dire, bien sûr, c'est très très grave, tous les enjeux de changement climatique, mais une planète verte sans compréhension mutuelle, c'est l'asphyxie au rendez-vous. Donc on essaie de se battre en tant qu'industrie de contenu pour expliquer que la diversité culturelle, comme je l'ai dit, c'est un droit de l'homme et c'est une valeur qui peut rassembler différents acteurs. Ce que je regrette, c'est pas un reproche, mais que nous, on se bat pour avoir ces fameux indicateurs. On mesure aussi le nombre d'initiatives menées par les jeunes avec le numérique pour exprimer leur sensibilité et leur expression artistique. On mesure enfin, tout ce qu'on peut mesurer. Mais finalement, cette convention de 2005, est-ce qu'elle est assez méconnue? Moi, j'aurais imaginé, j'aurais espéré que des associations, que des acteurs publics, que nous sollicitent et nous... Ah ben, je suis désolée. Mais nous, en disant, voilà, pour la COP21, il y a des tels textes internationaux sur la réduction des températures, etc. Pour vous, entreprise de contenu, vous avez la convention. Expliquez-nous comment vous rendez compte de cette contribution économique à la diversité culturelle. On n'a pas ça. Et ça nous manque. Et je pense que, si je peux permettre à Charles Vallerand, qui coordonne cette fédération des coalitions à la diversité culturelle, ce qu'a fait l'UNICEF, parce que comme l'a dit Catherine, alors ça va peut-être pas lui faire plaisir, mais on est envahi par les questionnaires. On a à peu près 10 questionnaires de 100 pages, de Dow Jones, du FTSE for Good, du Financial Times, de tous les opérateurs, mais de Vigeo, agence européenne. Et ce qu'a fait l'UNICEF, c'est qu'ils ont réussi à dire que les droits de l'enfant étaient déclinés selon 5 principes qui concernaient toutes les entreprises. Si vous êtes dans les diamants, donc il y a l'exploitation des enfants, si vous êtes dans la nourriture, dans l'agroalimentaire. Et ils ont introduit la notion de responsabilité des industries de contenu par rapport aux enfants. Et si la fédération, par exemple, des coalitions culturelles ou une autre, joignait à ces agences de notation un questionnaire de quelques pages en disant « Vous, industrie de contenu, comment vous mettez en œuvre l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Comment vous mettez en œuvre cette convention culturelle ?» On aurait besoin de rendre compte, mais concrètement, de nos efforts-là. Et là, je pense que ce serait autant d'occasions de partager ce sujet et d'exprimer vraiment notre vision de diversité culturelle. Parce que, pour finir, il faut bien prendre conscience qu'on est dans un monde très vaste et très globalisé. Moi, quand j'ai interrogé HBO, la chaîne américaine numéro 1 du documentaire, et que je lui ai dit, vous avez ces indicateurs ? Vous êtes numéro 1. Comment faites-vous pour représenter la diversité de la vision du monde? Est-ce que quand vous achetez des documentaires, vous avez des partenariats avec les pays émergents, par exemple, pour être sûr que ce que vous proposez à vos clients soit une vision équilibrée? La personne me dit, non, on ne fait pas du tout ça, on ne mesure pas ça. Et puis elle me dit, ah si, on vient de sous-titrer un documentaire polonais. Donc on voit bien que la notion de pays émergent pour les États-Unis et pour nous n'est pas la même. Pareil, j'ai eu la chance d'être invitée par les Nations Unies à Doha, et je vous assure que physiquement, quand on parle de diversité culturelle, ils parlent de diversité des religions. Et quand vous êtes tout seul sur une table avec des rois mages, d'ailleurs la seule femme à parler de la diversité culturelle, du pluralisme des contenus, des expressions et de la part des femmes, vous vous sentez seul. Donc je veux dire, il y a un petit peu urgence aussi à ouvrir nos yeux et dire que dans ces instances internationales, l'Europe n'est plus si bien représentée pour exprimer notre âme et notre identité. Donc soyons vigilants et on a besoin vraiment d'être ensemble pour cette vigilance. Merci bien. Le mot de la conclusion. Je ne sais pas si je sais conclure. De cette table, tu as demandé oui, une préconisation. Oui. La prochaine fois, oui, par rapport à l'ensemble de ce qui a été organisé aujourd'hui, je pense qu'il faudrait des acteurs de l'éducation populaire, il faudrait des acteurs de l'éducation. Parce qu'on est, quand même dans ce cœur-là de la culture, de l'apprentissage. Là, aujourd'hui, il y a eu un aéropage de spécialistes, c'était très intéressant. Mais je pense qu'il faut retourner aussi vers ce cœur des acteurs. Mais on les a sollicités. Hein, les acteurs,
Il y en a quelques-uns qui sont ici, mais on les a sollicités, mais bon... Il y a tout un champ d'acteurs de la diversité. On les a sollicités. Et puis, à présent, on fait l'addition. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Alors, merci. On va prendre bonne note pour la prochaine organisation. Merci. Cette table ronde est terminée. On arrive à le dernier acte, la conclusion, le rapport de notre rapporteur. Merci, mesdames. Merci à tous nos intervenants. On peut effectivement applaudir